Le sujet de l'épuisement professionnel, hein, j'ai vu aussi dans le chat, hein, parler beaucoup de Oui, la santé mentale. Euh, donc, quelques bonnes pratiques du coup et vos visions respectives sur ces sujets-là. ouais, je veux bien, moi je veux bien commencer. Allez, vas-y. Alors, moi, je suis assez catégorique sur le Ah, sujet de l'épuisement professionnel, hein. Sur d'autres sujets, les troubles psychiques, par exemple, pas forcément, j'aurais peut-être pas forcément ce, ce discours-là. Mais dans l'épuisement professionnel, pour moi, il y a toujours une co-responsabilité. C'est l'organisation du travail qui met en difficulté un travailleur et aussi un travailleur qui ne sait pas forcément dire non ou stop hmm. quand ça dysfonctionne de trop. Et parce que ça ne touche pas n'importe qui, hein, ce sont souvent des salariés ou des indépendants d'ailleurs qui ont une forte exigence de travail et de perfection, de rendre un bon travail et un engagement vis-à-vis de son employeur. Et du coup, euh, voilà, quand je vous dis je suis assez catégorique, c'est que voilà, soit il faut que l'organisation du travail ait énormément changé pour pas qu'on reproduise les mêmes effets, soit eh bien il faut que le salarié reprenne à une autre mission, à un autre poste, parce que le risque de rechute il est trop important. On parle de 30% dans les cas que j'ai pu observer, moi je trouve que c'est plus fréquent. En même temps, je vais voir, je récupère souvent les situations, enfin ça ira encore mieux demain, je récupère souvent les situations qui ont un peu dysfonctionné. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment de dire penser autrement, penser vraiment un autre travail, parce que voilà, dans l'épuisement professionnel, souvent les gens s'arrêtent hein, vraiment à temps et heureusement. Depuis 5 ans, on a dû accompagner 4 vrais burn-out. Et là, c'est terrible hein, parce que les gens ont dit griller, mais ils sont vraiment grillés. Donc, heureusement qu'ils s'arrêtent un petit peu avant. Et voilà, quand c'est vraiment grillé, de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de regarder une autre mission et, euh, et puis de travailler hein, sur les limites de ses collaborateurs. Au Canada et en Belgique, ils acceptent, enfin, ils sont favorables à la reprise au même poste, mais ils accompagnent sur 18 mois. Nous, en France, on n'est pas sur ces modèles-là. Donc, on est plus sur enfin, au CHU de Lille, ils avaient fait un comparatif et en fait, on est plus sur changer de mission, changer de poste. Mais on voit hein, que c'est vrai que ça peut être inquiétant de se dire que ça devient la deuxième cause d'arrêt. Je vais garder une note positive. Avant, c'était les TMS, hein, les troubles musculo-squelettiques. On a mis de la prévention en place. Voilà, ce n'est plus la deuxième cause. Bon, donc là, faut également mettre de la Hmm. prévention sur la santé mentale. Je ne sais pas, Marie et puis Géraldine, vos points de Oui, vue. moi, pour compléter ce que tu dis, Cécile, pour moi, il y a aussi le rôle du RH qui est essentiel. Et Oui. et moi, vraiment, je pense que le RH, il est au cœur du dispositif avec la proximité, l'écoute qu'il peut avoir. Et ça, on est dans la prévention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le RH peut aussi constater, se rendre compte qu'il y a des dysfonctionnements et voilà, désamorcer des situations. Après, une fois que le collaborateur ou la collaboratrice est en arrêt maladie, je pense que là, notre objectif, c'est de garder le lien. Puisque sans lien, on peut rien faire. Donc, garder le lien avec le collaborateur, bien évidemment, et je voyais tout à l'heure dans le chat, est-ce qu'on peut appeler ou pas, etc. En fait, il suffit de faire un SMS et vous voyez si la personne vous répond, si elle veut garder le lien, vous lui demandez en fait. Et dans la majorité des cas, les collaborateurs qui sont pas bien, qui sont en burn-out, ils veulent garder ce lien. Et nous derrière, entreprise, on a aussi un rôle d'accompagnement. Et je le voyais aussi dans le chat. Typiquement, nous, chez Carmila, on a un accompagnement psychologique qu'on peut proposer. Alors, c'est 2 ou 3 séances, mais c'est pour amorcer la démarche. C'est pour que le collaborateur se rende compte du besoin d'un accompagnement psychologique qu'il pourrait avoir par ailleurs. Donc, en fait, on a plein de petites ficelles, on a plein de choses qu'on peut proposer aux collaborateurs, mais ça nécessite une chose en amont, c'est que le collaborateur accepte de garder ce lien
pour qu'on puisse l'aider en fait. Voilà, moi c'était véritablement le point que je voulais préciser. Et puis il y a une dernière chose que je voulais dire sur l'accompagnement de Cécile pour voilà finir de convaincre nos directions respectives. Sachez que cet accompagnement, ce dispositif, il est déductible de votre contribution à GFIP. Donc c'est un point aussi qui peut être intéressant. Alors, bien évidemment, c'est pas du tout le seul, mais il faut aussi le prendre en compte. Je sais pas, Cécile, si tu veux apporter des précisions, mais en tout cas, voilà, moi je sais que tu m'envoies les déclarations, que je puisse derrière faire les déductions. Donc c'est un point voilà qu'il faut connaître. Je pense que voilà, on est tous dans des entreprises, il y a toujours le caractère financier, hein, faut aller convaincre le DAF donc c'est un élément en effet qui peut être c'est déductible de la DOETH, que ce soit les accompagnements maternité, deuil ou santé. Peut-être pour conclure sur la partie bonne pratique sur ce sujet-là, je ne sais pas si Géraldine voudra réagir pour compléter. Il y a Mélodie dans le chat qui nous disait, est-ce qu'on peut contacter, enfin elle disait, je pensais qu'il fallait éviter justement de contacter un salarié en arrêt pour burn-out, même pour savoir s'il va bien. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux le laisser se déconnecter de la société justement ouais. Oui, c'est vrai que dans le burn-out avéré, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup de burn-out et c'est vrai. Voilà. Dans le burn-out avéré, ça va faire partie de la prescription médicale, de couper le lien avec son employeur. Oui. La personne, il faut se mettre un petit peu l'image qui me vient, moi, c'est le poisson rouge dans le bocal. Hein. C'est la personne qui est en burn-out, voilà, elle est sans arrêt dans des pensées du travail. J'ai pas fait, j'aurais dû, je contrôle parce que je commence à faire des erreurs, moi qui n'en faisais jamais. Et du coup, je suis constamment en train de penser au travail. Donc, elle va tomber. Hein. Généralement, il y a un malaise, il y a un événement qui fait qu'elle ne peut plus reprendre son travail. Ils vont commencer par avoir une quinzaine de jours de sommeil, hein, à dormir continuellement. 15 jours, 3 semaines, voire des fois des hospitalisations. Donc, en effet, ça fait partie de la prescription médicale, de dire vous ne répondez plus, vous coupez les portables, vous devez vous couper de la sphère professionnelle. Et là, c'est vrai qu'il faut laisser le temps. Hein, il faut laisser le temps et reprendre contact, attendre plusieurs mois avant de reprendre contact. C'est pas la personne qui reprendra contact. Donc ça, c'est aussi, enfin dans tous les arrêts longue durée, c'est typique. Hein. La personne qui a pas donné des nouvelles régulièrement a une grosse difficulté à joindre son service RH. Donc plutôt une démarche proactive du service RH. Mais il faut laisser le temps, et en entreprise, le temps, on est impatient. Donc, alors que là, on est face à des gens qui sont patients. Je pense que ça répondra aux interrogations, parce que Marie demandait d'ailleurs ce qu'était un burn-out avéré, mais du coup, tu as donné la réponse, Cécile, déjà, dans la définition du burn-out.